votre dernier rapport, celui de janvier 2026, est intitulé « Les Français n'approuvent pas la proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie et le suicide assisté ». Le texte est étudié en ce moment même au Sénat. La partie sur les soins palliatifs a été adoptée à la quasi-unanimité, évidemment, parce qu'il y a tellement de départements dans lesquels il n'y a pas de département de soins palliatifs, qu'évidemment c'est l'urgence. Et puis le volet, en revanche, sur ce que vous appelez l'euthanasie, vous refusez de déguiser ça sur fin de vie, a été rejeté. C'est quelque chose qui est vraiment important pour vous. Et vous dites surtout les Français n'approuvent pas. Expliquez-nous, parce qu'on avait eu des sondages qui semblaient montrer le fait que majoritairement les Français trouvaient que c'était formidable. C'est en train de bouger. L'opinion est en train de comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, je cite les sondages auxquels vous faites référence dans l'étude, c'est même l'origine du travail. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est une forme de malhonnêteté malgré tout. Et je regrette que la commission des sondages ne soit pas intervenue. La plupart des sondages que vous avez vus demandaient si je vous place face à une personne, dans l'hypothèse où il y a une personne qui souffre atrocement, on ne peut rien pour elle, on ne peut pas apaiser ses souffrances, on ne peut pas la guérir. Et elle vous demande, cette personne que vous ne connaissez pas, c'est une personne, la question est posée comme cela, on vous demande si on peut envisager de dire oui à sa propre requête de mourir pour ne plus souffrir. 92% des Français disent oui. Mais qui dirait non dans cette espèce de fiction imaginée et le chiffre lui-même, il y a eu deux enquêtes de l'Association pour l'aide à mourir dans la dignité, c'est elle qui fait ça, 87% dans un cas, 92% dans l'autre. Écoutez, ou bien il n'y a plus aucun croyant dans le pays, ou bien il n'y a plus aucun humaniste dans le pays, et ces chiffres s'expliquent, mais sinon ça n'a pas de... C'est même absurde. Et c'est juste une question qui est posée, il n'y a pas d'autre question. Donc les questions sont biaisées. Ça, c'est une question biaisée, c'est une question qui vise à produire de l'adhésion. Moi, j'ai posé la question à plus de 3000 personnes. On en a posé 36 questions. On a fait et sur les dispositions de la loi. Les dispositions, techniquement. Une loi, vous le rappeliez, le texte, je parle de la PPL qui est sortie de l'Assemblée nationale. Le texte n'évoque même pas ce qui est en question. Il n'y a pas le mot euthanasie, ce que nos voisins qui ont adopté ont eu au moins l'honnêteté de faire. Il n'y a pas le mot suicide assisté. On vous parle d'accompagnement, on vous parle de soins. Est-ce que la mort est un soin ? Oui, parce qu'on apaise vos souffrances. Chacun qui écoute sait très bien que, imagine, parce qu'on ne le sait pas, mais on imagine que lorsqu'on meurt, en effet, on ne souffre plus, mais on ne peut plus dire non plus qu'on éprouve la non-souffrance au passage, puisqu'on est mort. Donc c'est une drôle de stratégie pour enfouir la réalité derrière des mots qui produisent du consensus. Tout le monde est sensible, évidemment, à cela. Mais ça a des conséquences qui sont importantes. C'est pas ma préoccupation. Je pense que ça doit être une préoccupation pour tout le monde. Ce qui va nous arriver si nous votons une loi pareille, le législateur ne peut pas vous le dire, parce que les conséquences qu'on observe dans les pays qui ont adopté l'euthanasie et le suicide assisté, surtout l'euthanasie, les conséquences sont impressionnantes. Vous restez avec nous, Dominique Régnier, parce que vraiment, on va s'intéresser à quelle catégorie de la population pense quoi, parce que votre étude est extrêmement fouillée. J'aimerais juste qu'on parte au Sénat où nous attendent Maxime Leguet et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Où est-ce qu'on en est là, donc, de ce texte qui a été étudié par les sénateurs? Bonsoir. Oui, bonsoir Laurence. Eh bien écoutez, le vote vient tout juste de se terminer. Les sénateurs qui ont donc rejeté le texte dit de l'aide à mourir, 122 voix pour face à 181 voix contre. Texte qui avait été de toutes les façons vidé de sa substance par les Républicains, emmenés par Bruno Retailleau qui estimait qu'il s'agissait d'une rupture anthropologique majeure sans véritable garde-fou et qui avait donc retiré l'article qui consacrait le geste létal. Certains Républicains auraient néanmoins tout de même aimé que ce texte, même vidé de sa substance, soit voté pour envoyer un message politique fort. Cela n'a pas été le cas parce que la gauche a voté contre, parce que certains centristes aussi ont fait basculer le vote en décidant de voter contre, ainsi que quelques républicains. C'est donc la copie initiale, celle qui consacre en réalité le suicide assisté, qui va revenir sur le bureau de l'Assemblée nationale à partir du 16 février. Et puis pour être tout à fait complet, à noter que le volet sur l'accès, le renfort aux soins palliatifs, lui, faisait consensus et a obtenu une large majorité ici au Sénat et qui vient donc tout juste d'être voté favorablement. Merci Maxime Leguet et Olivier Gangloff au Sénat. On va juste maintenant faire le point avec Michaël Dos Santos sur ce qu'il y a dans votre rapport pour comprendre vraiment la position des Français quand on leur pose les vraies questions. Et je vous repasse la parole.
C'est un débat qui divise les Français. Selon la dernière étude Fondapol, un Français sur 2 n'approuve pas la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Il privilégie une offre de soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Parmi les opposants à la proposition de loi, un profil type se dégage. 64% des personnes sondées sont des sympathisants de Reconquête, même si toutes les familles politiques rejettent le texte. Ils sont à 53% originaires de Paris et sa banlieue, âgés entre 18 et 24 ans et affiliés à une religion. Je veux pas mourir. Pour éviter toute dérive, ces Français souhaitent la mise en place de garde-fous. Près des 3/4 des personnes interrogées souhaitent un avis de psychiatre obligatoire. 42% veulent accorder à la famille ou à un proche le droit de contester toute décision. Enfin, une majorité souhaite également la création d'un délit d'incitation pour sanctionner ceux qui encourageraient le recours à l'euthanasie ou au suicide assisté. Vous êtes prêts pour le départ, c'est ça? À noter enfin que les sondés redoutent l'extension à l'avenir de la proposition de loi aux plus vulnérables, notamment les mineurs, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes fragiles physiquement ou psychologiquement. Dominique Régnier est notre invité. André Valy, ça pose énormément de questions, cette étude très poussée de la Fondapol. Parce que la question, les Français ne sont pas majoritairement favorables à l'euthanasie. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire depuis des années. Et je trouve que l'étude de Dominique Régnier est très intéressante de ce point de vue. Bon, moi, je suis de gauche. Et à gauche, je crois que les gens sont majoritairement favorables à cette loi. Moi, je suis hostile à cette loi. 52% contre au PS, 38% pour. Ah bon Dans les études, à l'Assemblée, au Sénat, Sénat, par contre, ils sont très isolés. Je sais qu'il y a le député communiste Pierre Dharréville qui est hostile à cette loi, le député socialiste Dominique Potier. Moi, je pense que c'est une rupture anthropologique. Et je pense qu'au-delà des convictions religieuses des uns et des autres, ou même de ceux qui n'ont pas de convictions religieuses, cette loi, est porteuse de dérives abominables. Les plus fragiles, les moins fortunés, les plus isolés, les plus fragiles psychologiquement ou physiquement. On met le doigt dans un engrenage qui risque d'aller vers des catastrophes humaines. Donc moi, je m'oppose résolument, et je sais qu'en disant ça, je vais mécontenter beaucoup de mes amis, je m'oppose résolument à cette loi. Dominique Régnier, là, effectivement, même contester la décision, vous dites que les Français, ils veulent qu'on puisse contester cette décision. Là, dans le texte, on ne peut même pas. C'est criminalisé, en fait. Le texte de l'Assemblée nationale, c'est vraiment le plus radical au monde, hein, si jamais il est adopté. Et pour commenter ce qu'a dit André Valigny, la gauche n'est pas pour. Les électeurs de gauche, ce qui est très bizarre et qui m'étonne, c'est que ce sont des députés de gauche qui ont principalement fait le oui faible qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, mais leurs électeurs ne sont pas pour. Et la raison, elle est simple. Et vous avez bien fait de pointer l'idée. Ça n'est pas une question de religion. Pour certains, c'est le cas, mais ça n'est pas une question de religion. C'est une question, vous dites anthropologique, j'utilise moi-même cette formule, je suis d'accord avec vous, mais c'est aussi tout simplement un modèle social auquel nous sommes attachés, c'est-à-dire la solidarité entre nous, le soin pour ceux qui sont dans la souffrance, dans la dépendance, enfin l'accompagnement, la chaleur humaine, enfin tout ce qui fait notre culture sociale dans ce pays. Et pour la gauche, je parle des élus, hein, les députés en particulier. Je ne comprends pas qu'ils aillent défendre un texte qui, quand même, est porté par une conception très étrange de la société. Et dans les pays où ça s'est pratiqué, je vais prendre un exemple pour que le téléspectateur ait une idée de ce qui se passe. Hein. Une loi de ce type a été adoptée en 2002 aux Pays-Bas, qui est un pays qui nous ressemble. Bon, suicide assisté et euthanasie, ce qu'il faut préciser. Hein. Il y a eu les suicides assistés, il y en a très peu. Les gens se suicident très peu parce que justement, ils sont conscients, donc ils ne préfèrent pas. Voilà, c'est tout simplement ça. Eh bien, aux Pays-Bas, depuis 2002, il y a eu à peu près 150 000 euthanasies. Nous en aurions, imaginons à proportion, on serait à 600 000 euthanasies. C'est fou. On va vivre dans ce pays après avoir euthanasié 600 000 personnes. Et il y a 180 000 personnes, je suis désolé pour tous ces chiffres, qui chaque année en France meurent sans avoir pu avoir de soins palliatifs. Parce qu'il n'y en a pas assez. 180 000. Moi, je vois bien les choses se mettre en place. Les soins palliatifs, on ne va pas les financer. C'est vrai. C'est une promesse. C'est une promesse. Voilà, c'est comme la Saint-Glinglin. Et donc, nous aurons un afflux de plus en plus massif de personnes qui ont besoin de soins palliatifs, que les familles vont les accompagner. Et de plus en plus souvent, parce que l'écart est trop grand pour être comblé, on leur proposera de les
délivrer de la souffrance par une injection létale. Il faut bien imaginer ça. Et il faut imaginer le traumatisme des familles. On n'en parle pas. Dans les pays où c'est pratiqué, les familles ont un traumatisme durable parce qu'on a injecté un produit mortel sur un proche, un parent, un père, une mère, fils, enfin bref, des amis. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Geoffroy Lejeune. Alors, d'abord, la position d'André prouve que, contrairement à la propagande qui a été mise en place de manière assez efficace depuis une vingtaine, voire trentaine d'années, c'est une question intime, qui nous touche intimement, qui dépasse un peu les questions de clivage politique habituel. Et le fait qu'André soit d'ailleurs pas minoritaire à gauche prouve que cette question, elle nous touche tous et contrairement et les résultats sont pas aussi simples que prévu. Ensuite, je salue moi le travail de Dominique Régnier, à la fois dans ce rapport et aussi dans toutes vos interventions, parce que avec votre rigueur scientifique, vous avez démonté quasiment une par une d'ailleurs, toutes les idées reçues sur ce débat-là. Et je vous remercie d'avoir fait ce travail parce que tous les chiffres que vous avez donnés depuis plusieurs mois, tous les exemples de dérives que vous avez pointés, etc., permettent aujourd'hui d'appréhender le débat très différemment. Et on nous a présenté ça comme une formalité et un humanisme qu'il était de mauvaise aloi de contester. Et la vérité, c'est que vous avez démontré que ça n'était pas le cas. Et la dernière chose, c'est que là, on est en train d'avoir un débat rationnel et il y a aussi une part évidemment d'émotion dans ce débat. D'ailleurs, il est venu à nous par des exemples précis, Chantal Sébir, Vincent Imbert, Vincent Lambert, etc. Et moi, je voudrais dire que j'ai lu quelque chose, j'ai lu beaucoup de témoignages récemment, j'ai lu quelque chose qui m'a profondément bouleversé, pardon Joseph, parce que j'avais pas prévu je n'étais pas prévenu que j'allais en parler, mais il faut comprendre que demain, si ce texte est voté, en effet, c'est la version la plus radicale qui existe dans toutes les législations au monde, on va tous être concernés par le fait de devoir choisir si on donne la mort ou pas à quelqu'un dont on est proche. On choisit déjà. Ça. Et non, attendez, justement, on parle en présence de quelqu'un, Joseph, moi j'ai lu dans l'hebdomadaire France Catholique un texte écrit par Joseph et Véronique Jacquier, où Joseph raconte son histoire. J'ai eu évidemment les larmes aux yeux en le lisant, et je suis désolé, j'aurais dû te prévenir que j'allais en parler, mais je ne m'y attendais pas. Que raconte-t-elle, cette histoire ? Peut-être que Joseph peut la raconter mieux que moi, ou je le fais. Joseph a été confronté aux souffrances de sa maman. Et lisez-le parce qu'il est en ligne, il est en accès libre sur le site de France Catholique, et c'est un texte qui vous fera sans doute changer d'avis. À la souffrance de sa maman, et on lui fait comprendre que en augmentant la dose de morphine, il la fera partir, et il abrégera ses souffrances, et ce sera un acte d'amour. À l'époque, Joseph pense évidemment que c'est un acte d'amour. Et la question à laquelle il n'aurait jamais dû être confronté, c'est-à-dire est-ce que je dois donner la mort à la personne qui m'a donné la vie, Joseph se la pose. Et il le fait, et il explique qu'il ne sera plus jamais le même homme depuis qu'il a fait ça. Oui, que c'est un boulet. Voilà. Bien sûr. Vous le portez comme tel. Ah, toujours. Bien sûr. C'est mon boulet. Voilà. Vous ne vous le pardonnez pas? Non. On vous a mal informé à l'époque? On m'a dirigé. Voilà. Vous a dirigé. Et d'une manière d'ailleurs sympathique, empathique. Et je ne comprenais pas pourquoi l'infirmière venait souvent et insistait sur ce curseur qu'il y avait sur la l'aiguille de morphine en disant surtout, vous ne touchez pas, vous n'appuyez pas. Et puis un jour, je suis venu avec un ami qui est médecin et je lui dis mais pourquoi elle me pose à chaque fois cette question? Et cet ami médecin m'a dit parce qu'elle attend que tu le fasses. Voilà. Hein. Mais c'était il y a très 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 longtemps. Et là, évidemment, les soins palliatifs n'avaient pas atteint. Mais c'est quand même une décision. Bon, évidemment, c'est un boulet. C'est un boulet. Maintenant, j'ajouterais juste quelque chose. Le texte, évidemment, encore une fois, le travail de Dominique Régnier est remarquable, surtout en plus sur l'aspect économique qu'il a commencé à développer. Il a 10 000 fois raison. C'est-à-dire le fait d'aujourd'hui, quelle société nous voulons, c'est-à-dire est-ce que nous voulons une société qui se débarrasse des plus fragiles ou pas. Voilà. Mais j'ai suffisamment aujourd'hui d'amis qui sont médecins dans des hôpitaux pour des personnes vraiment en fin de vie et qui me disent, depuis qu'on commence à discuter cette loi, il y a en revanche des familles qui vont vers moi, qui me disent, bon, on débranche. Et alors lui dit, mais on débranche quoi? Non, mais ça y est, c'est bientôt fait, ça y est, on peut y aller, terrible. On peut y aller. Et ça, tous les médecins qui sont sur cette ligne de front sont contre, mais que ça ne fasse pas dresser l'oreille sur leur opposition, moi je ne comprends pas. Dominique, un mot. Moi je veux quand même rappeler, parce que ça n'est pas beaucoup dit, que injecter un produit létal, c'est ce qu'on appelle un meurtre.
injecter un produit létal dans un établissement hospitalier, c'est donc toute une préparation, ça devient un assassinat aujourd'hui en droit pénal. C'est de l'empoisonnement si un pharmacien vend un produit létal, que ce soit une pharmacie individuelle ou hospitalière. Et donc il va falloir réviser le code pénal. On n'explique pas ça aux Français, que le code pénal va devoir retirer de ces catégories de meurtres, celle-ci. On est en train de toucher à des choses qui n'ont jamais été touchées. Et dans le code pénal, même si la personne vous donne son consentement, vous dit tue-moi aujourd'hui, c'est un crime de le faire. Et donc là, on est en train de fabriquer quand même une sorte de droit à tuer. On va vous dire que c'est sur consentement, mais aujourd'hui, je le répète, c'est interdit même avec le consentement. Donc on est en train de faire passer un meurtre avec consentement comme quelque chose qui n'est plus un délit. Moi, je trouve ça stupéfiant. Et on pourra poursuivre le pharmacien qui refusera de vous donner aujourd'hui, dans la version de l'Assemblée nationale, il n'a pas la clause de conscience. Elle ne lui est pas reconnue. C'est ce que je vous dis. Laetitia Guinan. Mais moi, je trouve qu'effectivement, c'est un débat qui touche à notre plus intime. J'étais parfaitement émue par ce qu'a dit M. Mascaron, parce que j'étais dans la même situation. Moi, déjà, je viens d'un pays en Suisse où le suicide assisté est permis. Quand je disais... Mais pas d'euthanasie. Je demande aux téléspectateurs de bien faire la différence. Mais que je vous disais qu'en fait, ça s'applique déjà parce que ça n'a rien à voir ni avec l'euthanasie ni avec le suicide assisté. C'est ce qui se fait dans beaucoup de cas, comme dans ton cas, Joseph. C'est-à-dire qu'en fin de vie, on pousse la morphine. On sait que... Le corps médical sait qu'au moment où on donne de la morphine, en fait, les défenses lâchent et ça va. Et de toute façon, ça va se poser dans les cas de soins palliatifs. Moi, j'ai perdu mon frère d'un cancer. J'étais jeune et il était en soins palliatifs. Et la veille, justement, il était déjà dans le coma. La veille de l'infirmière qui s'en occupait en soins palliatifs, ça n'avait rien à voir avec ni du suicide assisté ni de l'euthanasie, nous dit à mon père et à moi, écoutez, là, il va s'étouffer, il risque de s'étouffer avant que son cœur lâche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ma mère, qui était parfaitement contre le suicide assisté, contre tout, et la vie à tout prix toujours, on s'est dit avec mon père, c'est effectivement la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'on va laisser mon frère mourir étouffé, ou bien je vais effectivement autoriser l'infirmière le lendemain matin à lui donner un peu plus de morphine pour qu'il meure plus vite. On a décidé cela, oui, avec mon père. Je suis rentrée chez moi, j'ai dit, comme toi, j'ai dit je ne pourrais pas le faire. Donc je suis rentrée et avec ma mère, on a décidé finalement de le laisser vivre et il a vécu encore quelques heures sans justement avoir porté cette responsabilité immense. Mais ça, c'est quelque chose qui se passe déjà dans les soins palliatifs. Ce que je veux dire, c'est que c'est un débat dont il est très très compliqué de marquer la rupture. Et dans le suicide assisté aussi, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, mais est-ce que moi je suis obligée d'aller me pendre de façon dramatique parce que j'ai envie de mourir, alors que je pourrais avoir le droit, je dois pouvoir disposer aussi de ma vie. Donc c'est quelque chose qui, en fait, a énormément de nuances, mais qui touche à l'intime et non, qui justement. Alors, c'est ce point que je veux contester, permettez-moi de le faire. Je ne cesse d'entendre dire que ça touche à l'intime. On a d'ailleurs dit cela autour de la table. Ça touche au collectif. Les deux. Oui, mais les deux. D'abord aussi un individu. Il faut dire les deux. Et aux familles. Et le collectif, évidemment, on a peur de soleil vert et qu'on a peur de l'élimination massive. Excusez-moi, laissez-moi faire mes phrases, parce que vous les faites à ma place et je ne les ferai pas comme ça. Je n'ai pas besoin de soleil vert pour poser le problème. On a peur que notre société devienne une société qui ne pourra plus faire face à la fragilité. C'est pas que de l'intime. Vous ne savez pas si les proches, vos parents, les personnes que vous ne connaissez pas, les personnes fragiles, les personnes qui ont des handicaps lourds, moi j'en rencontre davantage maintenant évidemment avec ce sujet, elles sont très inquiètes de ce qui va leur arriver. Je voudrais juste ajouter cet exemple, Laurence. Aux Pays-Bas, il y a des cas de personnes âgées qui vont se réfugier en Allemagne, où l'euthanasie n'est pas autorisée, parce qu'elles ont peur de la pression qu'elles ressentent dans leur pays, que ce soit de la part des médecins ou de la part des familles. Elles ont peur qu'on les euthanasie sans le leur dire, ce qui se produit. Il y a 30 à 40% d'euthanasie clandestine, alors que c'est autorisé, vous imaginez bien, aux Pays-Bas et en Belgique. C'est quelque chose dont on ne voit pas. Je voudrais. Ce qui me fait réagir, c'est que je ne veux pas. On ne peut pas mélanger ça et les soins palliatifs. Vous croyez qu'on va régler justement, parce que c'est ça le fantasme, soleil vert, c'est qu'on élimine les plus faibles ou qu'à partir d'un certain âge, parce que vous coûtez trop cher, eh bien on vous envoie finalement mourir. Ça, c'est le grand fantasme, et c'est bien sûr, on a raison de l'avoir sociétalement. Et moi aussi, ça m'angoisse. Et c'est un débat, effectivement, qui ne peut pas se trancher de façon totalement radicale, parce qu'il y a des gens aussi
pour qui la souffrance est absolue et que ces personnes-là, finalement, si elles ont envie de mourir, elles doivent pouvoir aussi le faire. Et qu'en fait, cette gamme de nuances, il faudrait pouvoir l'intégrer dans des lois qui sont relativement pragmatiques. Là, on parle d'une loi qui existe. Il ne s'agit pas de créer une loi. On parle d'une loi qui existe. Il y a 150 000 morts euthanasiés aux Pays-Bas. André Valigny, vous avez une question à poser à Dominique Régnier. Oui, Monsieur Régnier, est-ce que vous pensez que sur un sujet d'une telle importance anthropologique, comme on le dit tous les deux, le président devrait organiser un référendum ? Moi, je trouve que ce serait la procédure la moins inappropriée, compte tenu du sujet, de sa radicalité objective, que les Français seraient invités au moins à travailler, à réfléchir, à discuter, à trancher par eux-mêmes, en emportant la responsabilité. Si la loi est adoptée, je ne sais même pas qui sera considéré comme politiquement responsable. Il n'y a pas de majorité, ça n'a échappé à personne. Ça n'était pas un thème des élections législatives. On n'a pas décidé de voter pour l'un ou pour l'autre sur la base de cette proposition. Ça n'a jamais été en France un sujet d'une campagne électorale, jamais. Et tout d'un coup, ça peut passer parce qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale qui, sans projet particulier, veulent voter ce texte. C'est tout à fait incompréhensible. Et la conséquence, c'est que on ne pourra pas dire que ce projet a été porté par une volonté électorale. Donc qui est responsable ? Une majorité qui n'existe pas, le peuple qui n'a pas été consulté sur le sujet, le président qui n'a plus beaucoup de légitimité, je dirais, politique, il a une légitimité juridique, mais qui est très faible politiquement. Aucun des partis aujourd'hui n'est capable de former une majorité. J'indique que dans notre étude, on interroge par rapport à la proximité partisane. Tous les Français qui ont une proximité partisane de droite ou de gauche sont tous opposés à ce texte. De qui ce texte est-il le représentant ? Et Dominique Régnier, vous dites d'ailleurs qu'il y a une opposition majoritaire, notamment chez les moins de 35 ans et les plus de 65 ans. C'est très impressionnant. Aux deux extrêmes de la pyramide d'âge. Exactement. Les moins de 35 ans sont vent debout. Et ils ont des craintes qui les honorent. Ils ont peur qu'on s'en prenne aux plus faibles, ils ont peur qu'on s'en prenne aux enfants, ils ont peur qu'on ne soit plus solidaire avec les personnes âgées, ils ont peur que la société dans laquelle ils entrent devienne tout d'un coup méconnaissable. Les personnes âgées, oui, ça les préoccupe beaucoup aussi. Peut-être d'ailleurs qu'elles se préoccupent parce que ça va aussi donner une société qui sera celle de leurs enfants. Et puis il y a aussi cette espèce de convergence des trois idéaux. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est massif de voir il y a un humanisme qui s'exprime de droite ou de gauche. Il y a les catholiques, il y a les musulmans. Les musulmans sont contre. C'est une espèce d'opposition très importante qui s'exprime quand même. Tous les cultes, des trois cultes. Alors les juifs, j'en parle pas, ils sont contre, mais comme dans mon échantillon, ils sont pas assez nombreux, je peux pas en faire un argument statistique. Mais ils sont évidemment contre, ça c'est très connu. Et donc on a quand même une société qui dans son ensemble est opposée. 70% des personnes interrogées craignent que ça génère des conflits dans les familles. Dans la famille, exactement. Et vous dites même, et ça c'est extrêmement intéressant, on voit émerger les ferments d'une contestation sociale inédite. Oui, parce que là, écoutez, pour faire ce changement qui nous amène à modifier le code pénal, etc., il faut un pouvoir politique fort. Il faut un pouvoir politique qui est mandaté. Il faut quelque chose qui est demandé par la société. La société ne s'est même pas interrogée. C'est un peu épars par-ci par-là depuis que l'on en parle. Et les gens commencent à essayer de se faire une opinion, mais c'est rien par rapport à la... On voit bien, ils confondent. On a posé la question. Les gens confondent sédation profonde et prolongée, continue jusqu'au décès, euthanasie, suicide assisté, soins palliatifs. Ces 4 catégories, ils ne savent pas. Ils les utilisent, ils confondent. Et donc là-dessus, on n'est même pas au clair. Et comme la loi ne prononce pas les mots qu'il faut prononcer, elle est fondée sur la confusion des notions. Et comme nous avons ces enquêtes qui ont beaucoup circulé expliquant que face à la souffrance épouvantable d'une personne qu'on ne connaît pas et qui vous demande de mourir, on lui dit oui, on lui dit non, et bien sûr on lui dit oui, voilà, c'est complètement impossible de considérer que nous avons d'une manière ou d'une autre approuvé ce projet. Quels moyens les Français ont-ils désormais aujourd'hui, alors que le texte donc, a été rejeté par le Sénat, va retourner à l'Assemblée, où il sera peut-être adopté, peut-être pas. Vous pensez qu'il y a une petite marge de manœuvre sur les députés ? Enfin, les députés, des femmes, des hommes qui quand même doivent se poser des questions. Il y a des moments où il faut quand même s'arrêter un peu et se poser une question de manière très sérieuse. Ils vont voter un texte qu'ils vont porter.
parce qu'on connaît le nom des députés qui votent, hein, donc il faut porter toute sa vie un texte qui peut-être va poser énormément de problèmes. Il y a 305 députés en première lecture qui ont voté le texte, sur ces 577. Moi, mon calcul, il est simple, 577 députés, 305 qui ont voté pour, ça fait 32,8%. C'est pas une majorité colossale. Il n'y a pas de quoi s'inventer. Et peut-être que cette petite différence sera reprise par une réflexion au sein de l'Assemblée nationale de la part de députés. Je vais utiliser un ressort qui peut-être en sensibilisera quelques-uns, qui s'approche des élections municipales, qui s'approche des élections sénatoriales, qui s'approche de l'élection présidentielle et des législatives. Il va peut-être falloir à ce moment-là raconter aux électeurs pourquoi on a voté telle ou telle manière sur ce texte. Dominique Régnier, on voit que vous vous êtes emparé de ce sujet avec beaucoup de passion, beaucoup de ferveur, beaucoup de raisonnement scientifique. Hein. Cette étude, elle est incroyablement précise. Pourquoi ? Là, parce que je pense qu'objectivement, c'est une question fondamentale. Il y a peu de réformes, je connais peu de réformes qui soient de cette importance. Nous changeons vraiment de société si nous avons cette réforme. Je ne sais même pas comment nous allons faire pour nous remettre de ce changement. Nous ne sommes pas préparés, nous ne l'avons pas voulu. Tous les soignants on va demander à des soignants d'injecter le produit. On va demander à des soignants d'être à côté de la personne qui va absorber le produit et quand ça ne marche pas... Beaucoup sont contre. Hein. Mais bien sûr. Une grande majorité de soignants refuseront de le faire. Mais bien sûr. Mais ça veut dire qu'on demande aux soignants de renier le serment qu'ils ont fait. La loi demande aux soignants de renier le serment qu'ils ont fait. Mais comment on peut imaginer qu'un tel système ait des chances de correspondre à ce qu'une société espère ? Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord pour dire que je comprends qu'il y a une dimension intime, puisque chacun l'éprouve, chacun l'a éprouvé de toute façon. On voit bien, tout le monde a une expérience plus ou moins traumatisante, mais c'est forcément intime. Mais le sujet qui se pose là, c'est un sujet politique, c'est notre société. Et de collectif. Et de collectif. Et l'État que nous voulons avoir, un État social ou un État sélectionniste, en fait. Hein. C'est ça qui se passe. Merci Dominique Régnier. Je renvoie à votre rapport, consultable en ligne. Il est en ligne. Sur Internet.